Le prix suivant, c'est le prix Lucien Desloyer, prix de l'Académie pour les sciences chirurgicales, sciences dentaires, obstétriques, imagerie médicale, décerné à Madame Xin Kang. C'est un prix de 7 500 €. J'invite la présidente du jury, la professeure Isabelle Salmon, de présenter le lauréat. Merci, Monsieur le Président. Ce prix Lucien Desloyer récompense le meilleur travail de recherche, comme tu l'as dit, en chirurgie, médecine obstétricale, imagerie médicale et dentisterie. Ça nous fait penser un peu aux anciens diplômes de la faculté de médecine, docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Ce sujet doit être basé sur la méthode expérimentale bernardienne. Et Madame la Ministre, vous nous avez rappelé dans le 3e point de votre introduction les principes de cette méthode. Claude Bernard est fondateur de la médecine expérimentale. C'est un homme qui a eu énormément de désillusions. C'était un écrivain raté. Et par contre, il a toujours fait de ses échecs des choses magnifiques. C'était un homme positif, un visionnaire, qui, in fine, fut couronné par de nombreux prix à l'Académie, comme vous, Dr Xin Yang. S'il avait été membre du jury du prix Lucien Desloyer, il aurait certainement reconnu dans tous les travaux présentés par les candidats les principes de sa méthode, mais tout particulièrement dans vos travaux, parce que vous partagez avec ce physiologiste la précision, le courage, mais aussi l'intérêt pour une société meilleure. Xin Kang, vous êtes gynécologue, diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes chef de clinique adjoint à l'hôpital Bruckmann. Et vous vous intéressez essentiellement à l'obstétrique et à la médecine fœtale, qui est une spécialisation médicale très particulière, parce qu'elle va toucher les moments très sensibles des hommes et des femmes. La maladie in utero, la mort in utero. Comment accepter l'inacceptable? Croire que l'autopsie n'est plus nécessaire, que nous cliniciens savons tout, que l'imagerie va nous donner tous les diagnostics et que les causes de décès sont connues, est une idée fausse, trop souvent entendue. Claude Bernard, dans son introduction, a cette phrase magnifique. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Les autopsies classiques, bien que nécessaires pour expliquer les décès périnataux, sont très difficilement supportables par les jeunes parents. Ils sont en deuil, et vos travaux, Dr Xin Kang, portent sur le développement de techniques d'autopsie fœtale virtuelle. En combinant différentes modalités d'imagerie dont vous allez nous parler, certaines avec des résolutions très élevées, vos travaux nous permettent de faire des autopsies à corps fermé, beaucoup plus facilement acceptables. Les travaux que vous avez faits sont complets, précis, et intègrent tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une application clinique de qualité. Vous avez étudié les facteurs impactant les performances diagnostiques et vous avez défendu avec succès une thèse en 2019. Je vous remercie pour tous ces travaux et toutes les avancées que vous apportez dans votre métier. Je vous demande si vous pouvez partager avec nous toutes ces données. Avant de commencer, c'est un grand honneur pour moi d'être présente ici pour présenter le fruit de mes travaux sur l'autopsie virtuelle dans la période de périnatalité. Et je voudrais remercier l'Académie ainsi que mon promoteur de thèse, M. Jacques Jany, et toute ma famille qui m'ont permis d'obtenir ces travaux. Alors nous savons que ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine du diagnostic anténatal, que ce soit au niveau de l'imagerie prénatale, par l'échographie ou par résonance magnétique, ou au niveau des tests disponibles non invasifs et invasifs. Malgré tous ces progrès, l'autopsie invasive
elle permet de confirmer le diagnostic anténatal, mais de manière plus importante, elle permet d'apporter des informations supplémentaires qui pourraient modifier le risque de récurrence pour les grossesses suivantes jusqu'à 40% des cas. La difficulté, c'est que ces autopsies photopathologiques nécessitent de l'expertise. Et ces experts sont rares, ça nécessite beaucoup de temps. Souvent, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir un résultat complet. De plus, certains organes, comme le cerveau, sont extrêmement sensibles à la lyse qui s'opère après le décès et qui rend ces examens parfois totalement impossibles. Et de manière plus difficile, comme expliqué par le professeur Sadon, c'est un geste qui entraîne une défiguration corporelle qui est vraiment insupportable pour beaucoup de parents, et c'est pourquoi moins de la moitié des parents donnent leur consentement pour un tel examen. Dès lors, on s'est intéressé à l'autopsie virtuelle sur base imagerie qui est donc non invasive, et nous avons déjà pu démontrer que quasi la totalité des parents acceptent ce genre d'examen. Le premier examen sur lequel on s'est intéressé était l'IRM post-mortem, parce que l'IRM permet d'avoir une excellente définition des tissus longs, comme illustré ici à côté sur un fœtus qui présente une hernie diaphragmatique. Nous avons d'abord étudié l'IRM 1.5 Tesla, qui présente une précision diagnostique globale de 77 à 94% comparée aux résultats de l'autopsie classique. Cependant, ces performances étaient limitées pour l'examen du cœur et des fœtus de moins de 20 semaines. Nous avons ensuite étudié l'IRM 3 Tesla, qui est maintenant aussi disponible en clinique, et cette machine permet d'améliorer la performance en obtenant des images de meilleure qualité, en amenant plus d'examens concluants pour les petits fœtus de moins de 20 semaines et en améliorant l'examen du cœur de ces fœtus. Ces deux examens sont excellents pour l'examen du cerveau fœtal, car il permet d'obtenir des sensibilités et spécificités supérieures à 85%, même dans les cas où la lyse du cerveau empêche un examen neuropathologique correct. Enfin, après une période d'apprentissage courte, on peut obtenir une performance diagnostique équivalente à celui d'un expert. La deuxième imagerie que nous avons évaluée est l'échographie post-mortem, parce que c'est un examen qui est d'accès facile et à un coût plutôt réduit par rapport à l'IRM. Il faut utiliser une sonde de haute fréquence variant entre 2 et 18 MHz et on obtient une précision diagnostique globale de 78% comparée à l'autopsie classique. Alors si on compare l'échographie à la résonance magnétique, elle a malheureusement plus d'examens non concluants, mais si les deux examens, c'est-à-dire l'IRM et l'échographie, sont concluants, alors leurs résultats ont vraiment une sensibilité et une spécificité tout à fait équivalentes. Pourquoi est-ce que l'échographie a plus d'examens non concluants? Nous avons étudié cette question sur un groupe de fœtus qui ont eu une interruption médicale de grossesse qui nécessite une injection préalable arrêtant le cœur, ce qui nous permet de déterminer avec précision la durée entre le décès et la naissance. Nous avons d'abord démontré que le nombre d'examens non concluants pour le cerveau était influencé par ce délai entre le décès et l'accouchement, et la méthode, c'est-à-dire le lieu d'injection choisi, influencé sur le nombre d'examens non concluants pour le cœur. Alors, malheureusement, ces deux techniques, l'échographie et l'IRM, le résultat reste suboptimal pour les petits fœtus de moins de 20 semaines. Donc, nous avons aussi évalué une troisième technologie que le docteur Arriva venait de présenter, donc le micro-CT. Donc, c'est une technique de microscanner qui était juste alors utilisée en industrie. Nous l'avons appliqué sur un groupe de fœtus âgés de entre 11 et 21 semaines et nous avons obtenu une concordance proche de 100% comparée à l'autopsie classique. Et sur un embryon de 7 semaines, cette technique a permis d'obtenir des images de haute résolution qui étaient tout à fait comparables à des coupes histologiques à faible grossissement. Et donc voici ici une illustration cachée d'un embryon qui présentait une trisomie 13 avec une malformation typique au niveau du visage. Et voici l'échelle pour comprendre la résolution de cette image. Alors jusqu'ici, j'ai parlé d'imagerie. Le problème, c'est que nous avons besoin aussi parfois d'une preuve histologique pour confirmer des pathologies existantes. Et donc nous avons initié une étude pour évaluer une méthode mini-invasive qui combine l'imagerie à la prise de biopsie. Et avant de commencer vraiment ces études, nous avons évalué l'avis des parents et nous avons pu observer qu'il y avait une augmentation du consentement de 20% des parents qui ont perdu un bébé, et malgré le fait qu'ils aient au départ refusé une autopsie classique. Et donc l'ensemble des études ont pu déjà préciser les techniques d'imagerie qui existent en pratique clinique pour aider ces parents,
Le futur étant vraiment de préciser un protocole pour augmenter encore ces diagnostics en tenant compte des spécificités de chaque type d'imagerie et en intégrant les biopsies. Et ce que nous espérons pouvoir offrir à plus de parents toutes ces informations cruciales qui leur permettent d'avoir une prise de récurrence précise.